Ok, bonjour à tous et bon après-midi. D'où on va continuer le cours sur les batteries rechargeables aqueuses qui traitent de l'oxyde de manganèse. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, voir d'autres systèmes au-delà de l'oxyde de manganèse. Et on va terminer par l'électrode ou la technologie lithium-air ou zinc-air. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans ce cours? Quelles étaient les différentes sections qu'on avait regardées auparavant? Au départ, on avait fait une brève revue sur les batteries classiques, c'est-à-dire qu'on avait vu les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium et également les systèmes aqueux avec lithium et sodium. On avait refait l'histoire, si je peux dire, de l'électrode de zinc à partir de Volta jusqu'aux piles salines, alcalines, en passant par la pile Daniel. Et finalement, on s'était attardé sur les systèmes rechargeables à l'oxyde de manganèse, et notamment avec le zinc, qui donne toute une nouvelle technologie qu'on avait appelée les batteries à insertion de zinc, qui est en anglais, c'est ZIB. On avait montré dans ces batteries le rôle de l'électrolyte, je dirais même le rôle clé, et comment les évolutions ont été effectuées grâce à des avancées au niveau des électrolytes. Et ensuite, on avait montré, à partir du moment où c'était une chimie d'intercalation, eh bien, comment une variété de matériaux pouvait être utilisée dans ces genres d'accumulateurs, notamment, bien sûr, les oxydes de manganèse, mais les vanadates, les phases de Chevrel, le bleu de Prusse, et ainsi de suite. On avait finalement terminé ce cours sur ces deux, je dirais, ces deux courbes, ces deux graphes, qui montrent finalement la comparaison entre énergie et puissance de ces différents systèmes. Et ici, vous avez les différentes familles de composés, avec notamment le bleu de Prusse, les oxydes de manganèse et les vanadates. Et pour vous montrer finalement cela en termes d'énergie et ici en termes de puissance. Et finalement, pour conclure, que c'était finalement les oxydes de manganèse qui présentaient ou qui étaient les meilleurs candidats et qui combinaient énergie et puissance, bien sûr en ajoutant l'avantage au niveau du coût. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer cela. On va tout d'abord regarder dans un premier temps quelles vont être les configurations d'assemblage de ces accumulateurs. Et je vais vous montrer très rapidement deux nouvelles configurations d'accumulateurs basées sur les batteries zinc MnO2. Ensuite, on passera assez longuement à l'électrode de zinc. Et je vous montrerai tous les travaux qui se font à l'électrode de zinc durant, je dirais, ces dernières décennies, en jouant sur différents aspects, soit la texture de cette électrode de zinc, soit les électrolytes, ou ensuite l'architecture 3D ou pas. Et enfin, on passera à des batteries zinc-air, mais en s'arrêtant à des systèmes aqueux, notamment des systèmes TiO2, NiOH2 et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le programme pour le cours d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par les configurations d'assemblage de ces accumulateurs Zn MnO2. Alors, un accumulateur, bien sûr, c'est automatiquement des cellules cylindriques, comme on avait montré la dernière fois pour les piles Leclanché et autres, mais c'est des piles boutons. Et on va voir ici d'autres configurations d'assemblage qui vont, dans ce cas, bien, demander des évolutions au niveau de l'électrolyte et notamment des électrolytes polymères. Dans ce compte-là, on va utiliser un polymère, qu'on va voir ici, dans lequel on va mélanger du persulfate au potassium avec de la gélatine, avec, dans ce cas, les deux sels qui vont être utilisés pour mon électrolyte. Je vais ensuite faire une réaction de polymérisation avec ajout d'acrylamide, de façon à greffer des chaînes de polyacrylamide sur ma gélatine, et le tout va être injecté dans, je dirais, une membrane de polyacrylonitrique par une méthode de coulage ou d'électrospinning. Et cela va vous permettre d'obtenir la membrane indiquée ici, une membrane très poreuse, dont l'épaisseur est aux alentours de 30 microns, et l'avantage de cette membrane, c'est qu'elle va pouvoir absorber de grosses quantités d'eau, allant jusqu'à 860% de son poids, ce qui fait qu'on va pouvoir, dans ce cas, avoir une conduction ionique qui sera menée par, je dirais, ces îlots de solvants aqueux que vous allez avoir à l'intérieur. Et on peut obtenir, dans ce cas, des conductivités de 1,76 que multiplie 10-2 Siemens par centimètre. Alors, à partir de cette membrane, on va pouvoir assembler cet accumulateur avec chaque fois les trois composants. Le premier composant, on va utiliser, en ce cas, comme électrode positive et négative, si je peux dire, comme support des papiers de carbone, des CNT, sur lequel on va aller électrodéposer du zinc du côté de la négative, de l'anode, et ensuite on va tout simplement, dans ce cas, préparer une pâte
d'oxyde de manganèse qui va être mis avec du noir d'acétylène et un solvant pour en faire une encre qu'on va venir déposer par une simple méthode de Dr. Blade sur ce collecteur de courant. Et on va obtenir la cellule indiquée ici qui va être assemblée tout simplement par capillarité. Et vous apercevez ici les 3 compartiments de cette cellule. Ensuite, eh bien, on va voir les performances de cette cellule. Et vous retrouvez les courbes, ici les courbes classiques qu'on avait vues la dernière fois, rappelez-vous, pour l'oxyde de manganèse, avec un potentiel moyen de 1,5 volts, une capacité relativement élevée de 300 mA par gramme. Et ici, vous avez sur cette courbe, en rouge, l'efficacité coulombique, et en bleu, la tenue en capacité. Et voyez une fois de plus que ces performances sont collectées à des régimes relativement importants, c'est-à-dire une charge, une décharge, à 5 ou 6 minutes. D'où là, vous avez tout simplement l'exemple d'une batterie plastique qui, je dirais, se rapproche très près de ce qui a été fait dans le cas du lithium-ion il y a de cela 20 ou 25 ans avec les polymères en plastique. Alors, dans le même style, et par le même groupe d'ailleurs, ces auteurs ont par la suite compliqué leur design, si je peux dire, de cellules, et ils ont construit, ils ont développé ce qu'ils appellent une cellule filetée. Alors dans ce cas, on va prendre des tresses de carbone sur lesquelles on va les imprégner soit l'électrode positive, soit l'électrode négative. Toujours pareil, l'électrode positive à partir de pâte ou l'électrode négative à partir de dépôt. Ensuite, eh bien, dans ce cas, il va falloir trouver un polymère qui est une très bonne conduction ionique. Par conséquent, les auteurs vont utiliser un hydrogel. Et cet hydrogel va être effectué à partir de ce polymère indiqué ici, avec du sulfate de potassium, pour obtenir, dans ce cas, eh bien, c'est polyacrylamitride, avec, dans ce cas, des chaînes qui sont connectées par des ponts hydroxyles. Et ensuite, eh bien, cette membrane va être imbibée dans l'électrolyte qui contient, une fois de plus, des sels de zinc et des sels de manganèse. Ensuite, le tout va être simplement, de nouveau, tressé une fois de plus dans ce polymère pour être enroulé autour de ce fil, comme indiqué ici. Donc là, vous avez tout simplement une batterie, je dirais, élastique, qui va permettre de conduire l'électricité, comme on va le voir par la suite. Et en effet, si on regarde les performances eh bien, de cet accumulateur, vous apercevez toujours pareil les mêmes signatures de courbes électrochimiques, que ce soit en charge ou en décharge, avec ici également de très bonnes tenues en capacité à des régimes une fois de plus élevés. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement de cet accumulateur qui s'appelle étirable en fonction de l'extension, et c'est les mesures qui ont été faites. Et vous voyez ici, sous élongation, c'est-à-dire l'état initial, et après sous élongation par un facteur 3, fait 300%, et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, vous n'affectez pas du tout la rétention de capacité. De la même façon, ils ont également fait les mêmes mesures dans l'immersion dans un liquide, et là aussi, on s'aperçoit que finalement la tenue en capacité est relativement la même, avec des efficacités coulombiques relativement intéressantes. Tout ça, je dirais, c'est des dispositifs de stockage électrochimique intéressants, mais bien sûr, pour passer à la grande échelle, ça demande encore beaucoup de développement. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur les deux configurations originales qui se font aujourd'hui dans ces systèmes à queue. Ce qui s'est fait auparavant, une fois de plus, dans les systèmes lithium-ion. Alors maintenant, bien, je voudrais poursuivre ce cours et m'intéresser à une problématique qui est très intéressante et beaucoup plus importante d'un point de vue pratique, c'est cette fameuse électrode de zinc. L'électrode de zinc dont on a fait l'histoire il y a la dernière fois, une histoire qui s'étale sur 200 ans, et je vais vous montrer ici comment ou quels sont les travaux actuels qui, de nouveau, tentent encore d'améliorer cette électrode de zinc qui, je vous rappelle, est susceptible de dendrite et, bien sûr, a des problèmes de corrosion relativement importants. Alors, on va voir différentes approches, des approches qui vont être basées sur la nature et la composition de l'électrolyte. Ça, on avait déjà amorcé cela la dernière fois. Vous allez voir un dernier travail qui s'est fait tout récemment. Ensuite, je m'intéresserai à des approches cœur-couronne, voire la fabrication de composites, pour enfin terminer, je pense, à la méthode la plus satisfaisante, qui va être une méthode de structure, d'architecture, de morphologie,
de changement de texture de cette électrode de zinc. Alors si on regarde sur la nature la composition de l'électrolyte, la dernière fois, je vous avais fait toute l'histoire de l'évolution des piles alcalines, c'est-à-dire de KOH, en passant avec les électrolytes sulfate de manganèse, sulfate de zinc, en passant par les trifluorométhylsulfonates, et si on suit la littérature, bien, la dernière révolution, si on peut dire, à ce domaine, c'est ce qu'on appelle les électrolytes superconcentrés. Eh bien, vous ne faites pas de soucis, les électrolytes superconcentrés, par les mêmes auteurs, ont été appliqués à ces technologies zinc, manganèse, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on va voir ces fameux électrolytes qui consistent d'un sel de zinc, de TFSI, avec, bien sûr, des quantités importantes. Alors, les sels superconcentrés, eh bien, c'est tout simplement des sels dans lesquels le soluté est plus important directement que le solvant en poids et en volume. Et en faisant cela, eh bien, on peut, effectivement, où les auteurs ont démontré qu'on avait des améliorations conséquentes au niveau, tout simplement, de la passivation de cette électrode de zinc. C'est-à-dire, ce que vous regardez, c'est des mesures ici symétriques, dans lesquelles je prends une cellule zinc électrolyte, c'est-à-dire le sel superconcentré zinc, dans laquelle j'applique une pulse positive et négative. Et vous voyez qu'en ce cas, vous pouvez cycler, je dirais pas indéfiniment, mais pendant de nombreuses heures, sans avoir, je dirais, le signe d'un court-circuit. Et ici, vous avez tout simplement le diagramme de diffraction X de votre électrode de zinc, au départ et après 170 heures, et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, vous avez une surface, du moins à partir de rayon X, qui est relativement intacte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dépôts amorphes en surface, mais cela semble quand même relativement correct, avec des efficacités coulombiques qui sont relativement intéressantes. Alors la question, c'est finalement pourquoi cela semble marcher, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut essayer de comprendre ce qui se passe, et en regardant tout simplement la solvatation du zinc divalent. Vous avez une solvatation de zinc divalent avec 6 molécules d'eau. Ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir un transfert de charge de la molécule d'eau vers le zinc. Ça veut dire qu'en ce cas, vos liaisons OH vont être déprivées en électrons. Et vous allez tout simplement changer le pH de la solution. Et en effet, vous voyez que lorsque je vais directement augmenter ma concentration de lithium TF6, eh bien, dans ce cas, le pH de la solution change. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai un pH très acide avec un grand nombre de protons, et je deviens un pH neutre, dans lequel, dans ce cas, je n'ai plus de protons émis. Et cela peut s'expliquer par ces simples réactions. C'est-à-dire que dans l'eau, vous avez une évolution du complexe vers l'hydroxyle et finalement vers l'oxoanion de zinc. Et pour comprendre ce que ce sel ou cette concentration en lithium TFSI apporte dans ce mélange, eh bien, il y a eu des mesures d'infrarouge. Et si vous regardez ces mesures d'infrarouge, vous notez deux pics. Un pic, un très large pic, relativement intense, que vous trouvez quelle que soit la composition de vos électrolytes, et un second pic qui correspond, dans ce cas, à la liaison OH, ou ZnOH, comme indiqué ici. Et vous voyez que celui-ci disparaît au fur et à mesure eh bien, que vous allez ajouter ce sel de lithium TFSI. Bien, cela veut tout simplement dire qu'on va avoir tout simplement un transfert, une solvatation différente du zinc dans ces deux milieux, où on va avoir dans des milieux riches en TFSI, on aura directement dans ce cas une liaison qui sera plutôt du type Zn-TFSI, et dans ce cas, vous allez tout simplement obscurer le rôle de l'eau. Et ce qui est intéressant lorsqu'on utilise ces électrolytes superconcentrés, eh bien, c'est que dans ce cas, puisque l'eau est bien piégée dans le système, eh bien, il n'y a pas d'évaporation comme on a dans les systèmes classiques. Comme indiqué sur cette figure, vous avez la perte en poids en fonction du temps. D'où, je dirais, cet aspect positif par ces électrolytes superconcentrés, qui, de nouveau, sont de nouveaux électrolytes, eh bien, viennent tout simplement de l'interaction entre le zinc en milieu aqueux ou en milieu très riche en concentration de TFSI. Alors, au niveau des performances, eh bien, on peut, là aussi, regarder les performances au niveau de batteries lithium M2O4 zinc. Okay. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez un système qui va fonctionner dans lequel, finalement, vous avez un électrolyte hybride, je peux dire, puisque l'électrode positive de lithium eh bien, va fonctionner même en milieu aqueux avec l'absorption et le retrait de lithium, comme indiqué ici, et vous avez à la négative eh bien, le zinc qui va tout simplement s'oxyder et se réduire. On peut, ou les auteurs ont également fait la même chose avec des batteries zincaires, et vous avez ici les performances
de ces systèmes dans lesquels vous avez une tenue en capacité, comme indiqué ici. Donc là aussi, c'est des systèmes qui sont possibles, mais tout ça, c'est démontré tout simplement au niveau du laboratoire. Et ce qui est important de voir, c'est que ça peut être élégant, ça veut dire que c'est une extrapolation de ce qui s'est fait depuis 2 ou 3 ans et toujours par le même groupe, mais d'un point de vue pratique, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque remplacer directement un électrolyte par du lithium TFSI, qui est 50 fois plus coûteux qu'un électrolyte aqueux classique. D'où, là aussi, tout ça, c'est pour la beauté du geste, mais d'un point de vue pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors ensuite, eh bien, on a joué finalement sur l'électrolyte, et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire si on regarde finalement sur cette électrode de zinc et, je dirais, regarder les approches cœur-couronne, ou plutôt les approches composites. Alors, des premiers travaux qui ont été réalisés sur ce sujet sont indiqués ici. Et là, si vous voulez, les approches sont conduites finalement par ce que je vous ai dit il y a de cela 3 cours, lorsqu'on a traité des dendrites de lithium dans les batteries tout solides. C'est-à-dire, ce qui est important lorsqu'il y a une dendrite, ça va être la répartition du courant à la surface de votre électrode. D'où tendance à faire des surfaces divisées pour moyenniser les courants et pour empêcher, je dirais, les pointes ou les champs électriques localisés qui vont engendrer la nucléation et la croissance de ces dendrites. D'où, là, ce qu'ont fait les auteurs, eh bien, c'est qu'ils ont pris des carbones, comme indiqué ici, qu'ils ont traités pour créer des sites actifs, c'est-à-dire, finalement, des sites de piégeage, et sur lesquels, par la suite, ils sont allés faire de l'électrodéposition de zinc, comme indiqué ici. Et en faisant cela, eh bien, ils ont obtenu ce genre de membrane qu'ils ont testé ensuite, toujours pareil, par des mesures, des cellules symétriques. Et vous voyez ici que dans le cas, finalement, du composé du zinc qui a été traité, eh bien, on s'aperçoit qu'on a, dans ce cas, eh bien, une très bonne tenue en cyclage, si je peux dire, c'est-à-dire on peut avoir des pulses positives et négatives, et cela pour un grand nombre de cycles, comme indiqué ici. Et par contre, si on regarde maintenant le cas d'une électrode de zinc qui n'a pas été traitée, eh bien, on s'aperçoit qu'on a d'abord une plus grande polarisation, c'est-à-dire une plus grande résistance de surface, ce qui indique que finalement le système n'est pas des plus confortables. Tout cela peut se traduire dans des accumulateurs complets. Vous avez ici un accumulateur avec un bleu de Prusse comme positive et une électrode de zinc comme négative. Et vous voyez que dans ce cas, on peut obtenir effectivement des courbes de cyclage avec peu de polarisation. Et de nouveau, on a à des régimes de 1C des tenues en capacité qui sont relativement correctes avec des efficacités coulombiques qui sont au voisinage de, je dirais, 100%. Donc voilà, si vous voulez, une explication sur ce qui peut se faire avec ces carbones. Ensuite, eh bien, il y a eu toujours dans le même style eh bien, un traitement un peu différent, où dans ce cas, eh bien, on va tout simplement mélanger des composites, c'est-à-dire des poudres de carbone avec du zinc. Et on va faire en sorte de bien choisir ces poudres de carbone, et on va prendre des carbones activés. Activés, tout simplement, parce qu'on va directement obtenir ces carbones à partir d'un carbone amorphe qu'on va précarboniser et ensuite traiter en milieu acide pour créer finalement ces sites actifs. Et on va dans ce cas avoir des carbones de haute surface spécifique, mais surtout avec différentes sortes de porosités, des microporosités inférieures à 2 nanomètres et ensuite des macroporosités. Et en faisant cela, eh bien, on va pouvoir obtenir des performances relativement intéressantes. Vous avez ici les performances de ces accumulateurs, toujours pareil, avec alpha-MnO2, le même électrolyte, et dans ce cas, eh bien, la composite de carbone activé plus du zinc. Vous êtes dans ce cas aux alentours de 12% du rapport carbone activé masse de MnO2, ou de masse de zinc, excusez-moi. Et vous voyez qu'en ce cas, les courbes bien, se superimposent. Et vous avez ici la densité de courant en fonction du cyclage et en fonction des taux de carbone. Et vous apercevez que, eh bien, il va y avoir une teneur critique en carbone pour avoir une performance maximale. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi cela fonctionne? Eh bien, ça se comprend si on regarde finalement à la texture ou à la morphologie du carbone activé.
Et en effet, voilà directement la morphologie du carbone activé, dans laquelle vous avez des nanopores ou des micropores et des macropores. Mais vous voyez qu'en ce cas, il va y avoir dépôt de zinc à l'intérieur de ces filaments. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que dans ce cas, vous formez également des zincates, mais dans ce cas, ils sont tellement concentrés qu'ils vont précipiter pour vous donner du ZNO qui va être réparti de façon uniforme sur ces parois. Vous allez voir que le même principe eh bien, va être utilisé dans 5 oxydes transparents pour fabriquer ces fameuses électrodes 3D de zinc qui fonctionnent relativement bien. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, l'originalité de ce travail, c'est tout simplement d'utiliser ces mésopores pour aller à la fois déposer du zinc, mais également pour piéger les impuretés de l'électrolyte. Ensuite, une autre approche qui est relativement intéressante et que vous allez voir pourquoi, et que certains d'entre vous ont, je dirais, vu lors des expériences. C'est une approche dans laquelle, dans ce cas, les auteurs se sont aperçus que les dendrites poussaient à la surface du zinc et que c'était fonction de la nature du séparateur que j'utilisais. C'est-à-dire que si j'utilise des séparateurs, vous avez ici des papiers filtres, dans lesquels vous avez, dans ce cas, de grandes ouvertures, eh bien, ils sont aperçus qu'en ce cas, ces ouvertures servaient, si je peux dire, d'autoroute pour l'électrolyte, et ce qui fait que toute la surface du zinc en dessous de cette autoroute eh bien, servait à la nucléation et croissance dendrites zinc. Si bien qu'au fur et à mesure du temps, il y avait des dendrites qui poussaient et qui pénétraient dans le séparateur pour aller toucher l'électrode positive. Et ça, je suis certain que certains d'entre vous, lorsque vous faites des cellules électrochimiques, vous apercevez souvent de ça. Et cela dépend, vous voyez, de la morphologie indiquée. Vous avez ici juste une brique pour montrer finalement le flux d'électrolytes qui peut tout simplement aller de votre électrode positive à l'électrode négative. Et bien sûr, toutes les parties ouvertes en dessous vont servir à créer ces différentes sortes de zones dans lesquelles les dendrites vont pouvoir se développer, alors que les zones qui vont être couvertes eh bien, seront notamment moins réactives. Et en changeant juste la nature de ce séparateur, c'est-à-dire en prenant des séparateurs beaucoup plus uniformes et ainsi de suite, on peut, comme vous pouvez voir ici, par la courbe directement en bleu, où on a, dans ce cas, un séparateur à fibre de verre, obtenir, je dirais, de très bonnes performances de votre électrode de zinc. Mais notez ici quand même que le courant est relativement faible, aux alentours de 0,01 mA par centimètre carré. Alors, sur cette base, eh bien, ça veut dire tout simplement que si on veut protéger l'électrode de zinc, eh bien, il faut tout simplement déposer à sa surface une couche de matériaux organiques ou inorganiques qui soient de porosité contrôlée. Eh bien, c'est ce qu'ont fait certains auteurs en recouvrant tout simplement la surface du zinc par une couche de nanoparticules de carbonate de calcium. Alors pour faire cela, eh bien, ils ont tout simplement mélangé des nanoparticules de carbonate de calcium dans du PVDF, dans du N-méthylparolidone. Ils ont tout simplement obtenu une encre qu'ils ont tout simplement coulée sur la feuille de zinc. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lors du retrait du dépôt, eh bien, le zinc, comme on avait vu, rappelez-vous, dans le cas du lithium, va aller directement se loger en dessous de cette couche. Ce qui fait qu'on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, éliminer fortement les problèmes de dendrite et ainsi de suite. Et effectivement, vous avez ici des comparaisons entre la feuille de zinc bien, qui est pristine, sans dépôt. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, après 60-70 heures, vous avez des courts-circuits. Par contre, si on prend maintenant la feuille de zinc enrobée de carbonate de calcium, qui est la courbe en bleu, vous pouvez voir qu'on peut aller jusqu'à 400 heures. Et regardez ici, maintenant, ce n'est pas 0,01, c'est 0,25 mA par centimètre carré. Alors que dans le cas eh bien, de SiO2, eh bien, dû à la faible porosité des couches de SiO2, on a une plus grande polarisation, comme vous pouvez voir ici avec directement la largeur, je dirais, de la trace en rouge. Et cela, tout simplement, dû à cette manque de porosité, ce qui fait qu'il va y avoir des craquelures qui vont se former. C'est la raison pour laquelle vous apercevez ici des débuts de court-circuit. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire de ce côté-là. Et le mécanisme est exactement le même que celui que je vous ai mentionné il y a de cela
3 semaines sur le lithium, où lorsque vous n'avez pas de couche protectrice, eh bien, vous avez des lignes de courant qui vont directement pousser à des points bien accentués sur votre surface, alors que maintenant, avec cette nanocouche, vous savez que tout va se passer directement en dessous de cette couche protectrice de carbonate de calcium. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec ces genres d'enrobage. Alors maintenant, si on regarde ça au niveau des cellules, eh bien, toujours pareil, on prend comme MnO2 comme référence avec le zinc. Vous avez ici l'électrode positive avec du MnO2. Vous voyez les nanotubes de carbone, et voilà la courbe électrochimique comme indiqué ici. Si on regarde maintenant les performances comme indiqué ici, avec la feuille de zinc qui est dénudée en rouge et tout simplement celle qui est enrobée de CaCO3, vous voyez qu'en ce cas, il y a une différence énorme. D'où par conséquent, ce qu'on peut voir, c'est que la couche va assurer une bonne rétention de capacité, mais bien sûr, puisque vous mettez une couche, vous allez introduire une résistance, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir une polarisation qui sera nettement ou légèrement supérieure par rapport tout simplement au cas d'un système de surface dénudée, mais qui va bien sûr tenir moins de temps au niveau du cyclage. Donc voilà, si vous voulez, l'approche, je dirais, composite. Alors ensuite, pour protéger cet électrode de zinc, eh bien, il y a des approches qui ont été connues par le passé. C'est des approches qui consistent à faire de l'amalgame. Et on parle souvent de zinc amalgamé. Et ces zinc amalgamés, on en avait également d'ailleurs parlé dans le cas des batteries alcalines, puisque je vous avais dit au départ des batteries alcalines, eh bien, on y mettait du mercure. Et on y mettait du mercure, pourquoi? Pour faire un amalgame avec le zinc, et cela, tout simplement, va faire en sorte de déplacer le potentiel de dégagement de l'hydrogène sur l'électrode de zinc afin de réduire sa corrosion. Eh bien, pas mal de recherches sont effectuées dans ce domaine pour tenter de remplacer le mercure par des éléments qui soient nettement plus agréables à manipuler, mais toujours afin, je dirais, de se défaire, de changer cette potentiel de réduction de l'hydrogène. Et là, je vous présente tout simplement des travaux sur lesquels on a différentes sortes de mélanges qui ont été utilisés, mélanges avec du zinc, du nickel et de l'indium, différentes compositions, différents traitements. Et là, ce qu'on regarde, c'est les courbes de polarisation cathodique. Et on s'aperçoit que pour certaines compositions, notamment celles indiquées en rouge, eh bien, on a déplacé considérablement le potentiel de réduction de l'hydrogène. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Et en faisant cela, on peut regarder par des mesures cyclovoltammétrie, comparer tous ces différents zinc amalgamés, si je peux dire, avec ces différentes compositions, et on s'aperçoit que dans certains cas, la plus grande symétrie, oxydation-réduction, est obtenue pour cette composition. Et on voit ici qu'après 100 cycles, eh bien, on a toujours la même efficacité coulombique avec le dépôt et le retrait du zinc sur ces électrons. Donc tout cela permet tout simplement, une fois de plus, de minimiser le problème de dendrite, mais toujours pareil, vous le minimisez, mais vous n'allez jamais le résoudre complètement. Donc voilà ce qui s'est fait au niveau, je dirais, des amalgames. Et enfin, je voudrais arriver à ce que je pense qui est certainement l'approche la plus efficace à ce jour, c'est de jouer sur la texture et l'architecture de cet électrode de zinc. Alors pour vous montrer pourquoi on fait cela, eh bien, je vais tout simplement vous rappeler un peu quelle est la problématique. La problématique de l'électrode de zinc, elle est résumée une fois de plus ici. Voilà les réactions, et on forme une fois de plus ces ions zinc 4 qui vont précipiter pour vous donner cet oxyde de zinc. Et cet oxyde de zinc, eh bien, je dirais que ça va être directement l'élément difficile à gérer sur cette électrode de zinc. Et en effet, vous voyez ici, voilà ce qui se passe. Vous avez ce dépôt, et ensuite, si vous voulez recharger votre batterie, eh bien, vous n'avez aucune connexion entre ces différentes particules. Donc, par conséquent, la problématique, c'est que lorsqu'on fait ça, la connexion électrique entre les différentes particules directement n'est plus homogène, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones de densité de courant élevées, d'où des zones pour les dendrites, et ça on ne veut pas, donc il va falloir homogénéiser ces courants. Et enfin, ce qui est très important, il va y avoir directement une précipitation de l'oxyde de zinc, mais qui va être déconnectée, qui est purement empirique, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. D'où par conséquent, il va falloir assurer cette déposition, je dirais, confocale de cet oxyde de zinc sur le collecteur de courant. Alors, on a vu que dans le cas eh bien, des batteries au zinc à insertion, on pouvait contrecarrer cela par les électrolytes,
Mais si on veut travailler avec des systèmes, je dirais, d'aspect pratique ou technologie aqueuse à base de KOH, eh bien, il va falloir une autre méthode. Eh bien, cette autre méthode, elle va consister à faire ce qu'on appelle une éponge de zinc, c'est-à-dire une monolithe de zinc. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous passe tout le détail de cette fabrication, où on peut fabriquer ces monolithes, dont vous avez ici la texture, comme indiqué ici. Mais ce qui est important, c'est que dans ce cas, eh bien, on a tout simplement une monolithe, c'est-à-dire qu'on a un réseau trois-dimensionnel, dans lequel le zinc est totalement connecté au travers de cette électrode. Ce qui fait que le courant va, sans aucun problème, passer de cette face à l'autre. Par conséquent, dans ce cas, eh bien, lorsqu'on va faire directement la réduction électrochimique, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas, obtenir, vous voyez ici, un dépôt confocal d'oxyde de zinc. Ça veut dire que cet oxyde de zinc, il va être de façon uniforme sur les parois, d'où par conséquent, dans ce cas, la répartition de courant sera identique. S'il y a des dendrites de zinc, ils pousseront, mais elles seront directement à l'échelle nanométrique. Et ce qui est très important, c'est qu'en recharge, eh bien, comme vous êtes toujours connecté de façon électrique à un collecteur de courant, eh bien, vous allez pouvoir reoxyder ou directement redéfaire ou remettre le zinc en solution. Et effectivement, c'est ce que les chercheurs ont montré ici, dans lequel vous avez une batterie symétrique, une fois de plus, avec zinc, oxyde de zinc. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on obtient, en milieu KOH, un grand nombre de cycles pour aux alentours de 80 heures. Et ça vous montre clairement la faisabilité de faire du rechargeable en travaillant en milieu purement alcalin, c'est-à-dire avec du KOH 5 ou 10. Alors, cela, eh bien, ça a des implications relativement importantes, puisqu'on va pouvoir développer des technologies, et notamment une technologie que ces chercheurs ont développée dans ce papier qui a été publié dans Science en 2017. Eh bien, ils ont revisité la technologie nickel-zinc. Et vous voyez ici les courbes de charge et de décharge associées à cette technologie. Et dans ce cas, eh bien, en utilisant cette électrode monolithe, eh bien, ils peuvent utiliser cette électrode de zinc jusqu'à des profondeurs de décharge qui approchent les 100%. Et ils ont pu directement faire des calculs. Et ces calculs sont indiqués ici, dans lesquels vous avez la densité d'énergie qu'un tel accumulateur peut délivrer en fonction de l'utilisation de l'électrode de zinc, c'est-à-dire du maximum de décharge. Et vous apercevez qu'on peut, si on utilise jusqu'à 100% de zinc, eh bien on pourrait finalement fabriquer des accumulateurs à milieu aqueux qui auraient des densités d'énergie qui seraient voisines ou voire même égales au lithium-ion. Alors, bien sûr, tout cela reste à démontrer au point de vue pratique, mais dans ce papier, d'ailleurs, les chercheurs rapportent des accumulateurs, des démonstrateurs qui ont été faits et qui ont été testés sur des véhicules électriques. Et cette électrode de zinc, eh bien, vous allez voir, on va la retrouver juste à la fin de ce cours, dans le cas des technologies Zinker. Et enfin, pour terminer cette électrode de zinc, eh bien, je voudrais tout simplement terminer maintenant sur plutôt un aspect de texture, de surface de cette électrode de zinc. Et ça, c'est des travaux qui ont été faits, je dirais, dans différents groupes, dans lesquels maintenant, eh bien, on va tout simplement prendre un substrat sur lequel on va aller faire de l'électrodépôt du zinc. Et cet électrodépôt va dépendre fortement des différents surfactants que vous allez avoir dans votre mélange. Vous avez ici la solution électrolytique de sulfate de zinc avec du sulfate d'ammonium, et on va ajouter directement tous ces ingrédients, tous ces surfactants, dont le rôle est tout simplement de privilégier une croissance directionnelle selon un axe cristallographique et la structure. Et vous pouvez voir que dans ce cas, dépendant des différents surfactants que je vais utiliser, eh bien, je vais pouvoir avoir des croissances différentes. Et bien, tout cela, ça va avoir un effet, je dirais, considérable sur, une fois de plus, les performances de ces électrodes de zinc vis-à-vis du cyclage. Et vous avez dans ce cas, lorsque j'utilise directement le tétraméthylammonium bromide, CTAB, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, dû à une croissance dans une direction non privilégiée, eh bien, je vais avoir une surface de zinc qui va avoir une réactivité exacerbée et qui sera catastrophique vis-à-vis directement de la croissance de ces dendrites. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur cette électrode de zinc. D'où, en conclusion,
eh bien, je pense que la méthode la plus efficace, eh bien, c'est celle qui consiste à créer cette structure monolithe 3D, du moins pour travailler dans des milieux, à pH relativement élevé, c'est-à-dire avec de la potasse concentrée. Donc voilà, si vous voulez, pour cet électrode zinc. Alors maintenant, je voudrais aborder finalement la dernière partie de ce cours, qui va être maintenant consacrée à d'autres systèmes de batteries aqueuses rechargeables sans ou avec anode de zinc. Et dans ce cas, on va voir trois sortes de systèmes. Ça va être les systèmes protoniques, des systèmes à base de quinone comme anode, et enfin, on terminera sur la technologie la technologie zincaire, qui, on va directement voir la version rechargeable. Alors tout d'abord, on va commencer par des systèmes aqueux, dans lesquels on va avoir du proton, mais on va avoir du lithium également. Et ça, c'est un système qui consiste simplement à utiliser une batterie aqueuse basée sur TiO2, NiOH2, qui va vous donner un haut potentiel. Alors cette technologie, elle est basée sur un mélange de lithium et de proton, puisque dans ce cas, on va utiliser TiO2, dont la structure anatase est un composé d'insertion vis-à-vis du lithium. Et on va jouer dans ce cas sur la réaction LiX-TiO2. De l'autre côté, on va utiliser bien sûr NiOH2, qui est l'électrode qui est bien connue dans le domaine des piles aqueuses, avec notamment les technologies nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure. On peut voir quel va être le comportement de ces deux systèmes en milieu aqueux, soit l'électrode TiO2 en faisant tout simplement de la cyclovoltammétrie, et si vous faites la cyclovoltammétrie, eh bien vous apercevez dans ce cas eh bien effectivement les pics redox associés à l'insertion ou l'extraction de lithium, avec ici l'évolution de l'hydrogène vers des potentiels relativement bas. Si maintenant je regarde dans le cas eh bien, de l'électrode de nickel, eh bien, dans ce cas, on aperçoit là aussi le couple redox associé à nickel plus 2, nickel plus 3, avec dans ce cas eh bien, l'oxygène évolution à ces potentiels indiqués. D'où par conséquent, on peut tout simplement faire un mariage de ces deux électrodes et obtenir les réactions électrochimiques indiquées ici, qui vont, comme vous voyez ici, vous délivrer un potentiel 1,8 volts. Okay. Mais si vous regardez ces courbes, et je pense que vous devez être habitué à ces courbes maintenant, vous apercevez quand même que ce n'est pas génial, parce qu'ici, j'ai tracé les courbes de charge et décharge, vous apercevez qu'il y a une différence. Ça veut dire qu'en ce cas, bien, l'efficacité coulombique n'est pas du tout géniale, pour la bonne et simple raison, c'est que l'électrode de nickel, on a des problèmes d'évolution d'oxygène, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, un système qui est utilisé. Alors maintenant, bien sûr, la question qui va se poser, c'est comment passer d'un système au lithium à un système à proton. Bien là, je vais utiliser un travail différent, d'ailleurs un travail de certaines personnes qui sont dans la salle, qui ont travaillé sur la phase TiO2 au proton. Et la question était finalement de savoir, est-ce que toute la chimie d'intercalation qui existe avec TiO2 existe également avec le proton? Et si oui, quelles sont dans ce cas les vitesses d'insertion, la réversibilité, la stabilité, le redox, et est-ce que ces matériaux peuvent directement fonctionner en électrolyte acide? Et pour ce faire, ces chercheurs ont, dans ce cas, fait des études tout simplement de voltammétrie ainsi que de volta-absorptiométrie cyclique, comme indiqué ici. La cyclovoltammétrie, et ici vous allez mesurer l'absorbance lors du cyclage, et en fonction tout simplement du taux d'insertion du proton dans ce composé. Est-ce que c'est un matériau, le bulk ou le massif qui va directement insérer, ou la surface? Et vous avez ici dans deux conditions, c'est-à-dire que le proton va être inséré dans deux conditions, soit en milieu acide avec HCl, comme vous pouvez voir ici, c'est un pH de 1,85, ou alors dans une solution tampon, dans ce cas, on aura un pH autour de 7. Et ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que lorsqu'on va directement balayer en réduction cathodique, comme indiqué ici, au départ, eh bien, vous avez très peu de courant. Okay, et vous apercevez que dans cette zone, eh bien, également, il n'y a pas d'absorbance. Ça veut dire que ce peu de courant est associé à un effet tout simplement de surface d'un supercondensateur, un effet capacitif, alors qu'ensuite, eh bien, dans ce cas, dès qu'on va tout simplement pousser le potentiel en devenant plus négatif, vous avez maintenant des pics qui vont apparaître associés à des courants nettement plus larges qui vont être associés à tout simplement l'injection ou le retrait de protons dans ces matériaux. Et ce mécanisme a été expliqué selon ce schéma indiqué ici. Lorsqu'on est
dans des solutions relativement acides, avec dans ce cas, on a directement le proton qui existe sous la forme de H3O+, alors que dans le cas d'une solution avec tampon, eh bien, on a tout simplement, je dirais, l'insertion du proton comme indiqué ici. Donc si on regarde tout cela, eh bien, on peut obtenir grâce à ces systèmes des capacités de 150 mA par gramme à des pH de 7, ainsi de suite. Et par conséquent, bien sûr, on peut ensuite extrapoler et tenter de, je dirais, de développer ces batteries TiO2 et NiOH2, ce que font d'ailleurs ces chercheurs. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait à ce niveau. Pour poursuivre encore de cette chimie du proton, il y a un autre système qui existe. C'est un système, par contre, qui a été développé ici dans notre groupe. Un système qui travaille tout simplement sur les phases d'iridium, où on a dans ce cas des composés qui ont des teneurs en protons relativement élevées, puisqu'on peut varier de 3 à 0 protons par unité formulaire. Et dans ce cas, vous avez des courbes tout simplement de potentiel en fonction de la capacité. Vous voyez qu'en ce cas, on peut échanger aux alentours de 1,7 électrons, c'est-à-dire 1,7 protons, avec ce qui est relativement notable et différent par rapport à des systèmes au lithium. Vous voyez qu'en ce cas, vous le voyez, vous avez presque une absence de polarisation, ce qui fait qu'on a une capacité coulombique qui est définitivement, ou une efficacité coulombique de 100%. Et vous voyez que ces systèmes, eh bien, vont cycler, quand je dirais indéfiniment. Vous voyez, là, on fait de la cyclovoltammétrie cyclique, mais là, on a un grand nombre aussi parce qu'on va très vite. Ensuite, l'avantage de ce système proton, dû aux diffusions plus grandes, eh bien, c'est les performances en puissance, ou dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on a des systèmes qui peuvent finalement se décharger à des régimes de 100 C, ça veut dire en moins d'une minute. Alors bien sûr, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a tout simplement des systèmes dans lesquels on a une électrode qui est faradique, HX IrO4, et une électrode capacitive dans laquelle on va utiliser du carbone. Et c'est la raison pour laquelle on a des systèmes si rapides. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur les systèmes aux protons inorganiques. Alors maintenant, vous allez voir, il y a une autre famille de matériaux qui, là aussi, sont relativement intéressantes. C'est-à-dire, une des problématiques en tout système aqueux, comme vous avez pu le voir, c'est l'anode. Je vous ai tellement parlé de l'anode de zinc et sa problématique. On a parlé de l'anode de cadmium. On peut parler de l'anode de plomb. Ça veut dire que toutes ces anodes, eh bien, sont des anodes qui sont corrosives, ainsi de suite. D'où la question qui s'est posée, que beaucoup de chercheurs ont réfléchi, c'est est-ce qu'on peut trouver de meilleures anodes? Et pour trouver de meilleures anodes, eh bien, on va passer à un milieu organique. Et en milieu organique, eh bien, on va regarder tout simplement des espèces qui sont les fameuses quinones. Quinones dont on a parlé beaucoup dans le cours sur les redox flow et qu'on va reparler maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir trouver des composés qui ont, vous allez voir, des avantages relativement énormes. Alors bien sûr, lorsque les quinones, il y a une chimie qui est très riche, d'où c'est comment sélectionner les meilleures quinones pour ces applications. Eh bien, on va tout d'abord regarder, rappelez-vous, le fameux potentiel de réduction. Il va falloir se placer juste au-dessus de ce potentiel de réduction pour profiter de ces quinones. Il va falloir bien sûr regarder la capacité de ces quinones. C'est-à-dire, on ne veut pas des quinones qui vont nous faire 50 mA, on veut des quinones à large capacité. Et enfin, il va nous falloir bien sûr des quinones avec de faibles solubilités. Eh bien, vous allez voir que des recherches énormes se sont effectuées, et je vais tout simplement vous décrire un peu l'aspect de ces recherches. Eh bien, finalement, il y a des quinones qui existent où on peut tout faire. On peut tout faire, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va pouvoir les utiliser en milieu acide, en milieu neutre et en milieu alcalin. Et tout ça, je dirais, ça va être de la chimie organique et comment les fonctionnaliser de façon à avoir les bonnes molécules. Alors, je ne vais pas directement aller dans tous les exemples qui ont été effectués, mais je vais tout simplement choisir un exemple pour chacun de ces domaines. Et vous allez voir comment on va pouvoir, ça va vous surprendre, coupler une quinone avec une électrode positive d'oxyde de plomb. C'est d'ailleurs le premier exemple. Donc, comme je vous l'ai dit, on va dans ce cas, eh bien, faire du screening de molécules et essayer de trouver des molécules qui ont des potentiels relativement corrects et surtout qui ne sont pas solubles. Et dans ce cas, eh bien, je vous ai mentionné certaines molécules. Vous avez l'anthraquinone ici, vous avez la benzoquinone, potentiel trop élevé. Ici, potentiel qui est correct, mais la capacité qui est négligeable. Vous voyez ici celle en rouge qui est relativement intéressante. Et dans ce cas, c'est une molécule de pyrène tétraone qu'on va appeler PTO. Et bien, vous voyez qu'en ce cas, on va avoir
une capacité normalisée de 0,8, ça veut dire que dans ce cas, on a du 400 mAh par gramme, et on va coupler ça, eh bien, tout simplement, avec une électrode de PbO2. Et si je coupe avec une électrode de PbO2, eh bien, je vais avoir un accumulateur qui va me donner un potentiel de 1,2 volts. Si je compare maintenant les valeurs, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je suis directement à l'équivalent, plus ou moins, de la batterie au plomb, avec même un certain avantage au niveau volumique. Mais la différence qu'il y a, c'est que maintenant, mon électron négative, la quinone, vous savez tous que les procédés de redox sont très rapides. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des performances en puissance qui vont être nettement supérieures avec, tout simplement, ces quinones. D'où, dans ce cas, on peut avoir des batteries à base d'oxyde de plomb et de quinone qui sont relativement intéressantes. La solubilité de PTO, elle est relativement faible, parce qu'en ce cas, regardez, vous avez tout simplement une molécule dans laquelle vous avez une molécule aromatique planaire. La diffusion du proton dans ces molécules, dans ces systèmes, est très rapide. D'où, par conséquent, on a un très grand transfert de charge, et c'est la raison pour laquelle on a des performances en puissance qui sont nettement supérieures. Alors, on peut continuer ainsi, et on se peut ensuite dessiner d'autres quinones, et maintenant, on va aller voir tout simplement des quinones en milieu neutre. Et si je reprends la même molécule de PTO, que je la mets en milieu neutre, elle va se dissoudre. Donc, par conséquent, je suis obligé d'allier, de modifier la chimie, et pour modifier cette chimie, eh bien, je suis obligé de faire, dans ce cas, une amidation de mon groupement aromatique ici, pour obtenir la molécule que je vais appeler maintenant PPTO, qui va être stable en milieu neutre. Et cette molécule, maintenant, je vais la coupler une fois de plus avec des systèmes appropriés, et dans ce cas, je peux la coupler avec le spinel lithium hydroxyde. Je vais obtenir cette courbe électrochimique avec des potentiels de 1 volt, et vous voyez que là aussi, eh bien, je peux tout simplement avoir des systèmes qui soient aussi intéressants que ce que l'on peut faire avec des couplages des phosphates, NiOH2, et ainsi de suite. Alors, quel est vraiment l'avantage des quinones par rapport, eh bien, à toutes les autres anodes, la plupart des anodes? Eh bien, c'est ce que je vais appeler le cycle d'oxygène. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est que lorsque je travaille un système aqueux, je vous ai parlé directement de cette oxydation, de ce dégagement d'oxygène. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, dans ce cas, il se trouve que cet oxygène, eh bien, on va tout simplement l'utiliser comme navette redox. C'est-à-dire cet oxygène va tout simplement, maintenant, voyager au travers de l'électrolyte pour être réduite par l'anode qui est chargée. C'est-à-dire qu'on a une navette redox. Et ça, c'est une spécificité des quinones que vous n'avez pas lorsqu'on utilise, par exemple, ces phosphates lithium, et ainsi de suite. Et vous voyez très bien ici, vous voyez l'oxydation de cette quinone, sa réduction, et maintenant, lorsqu'elle est en réduction, eh bien, je vais tout simplement la mettre sous oxygène. Vous voyez qu'elle reprend son potentiel, c'est-à-dire qu'elle se reoxyde, et ensuite, eh bien, de façon réversible, elle se réduit. Et ça, je dirais, ce cycle d'oxygène est extrêmement important pour dessiner des accumulateurs en milieu, tout simplement, aqueux. Donc ça, c'est le milieu neutre. On peut également aller dans d'autres systèmes, d'autres milieux. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si on coupe finalement cette quinone PPTO avec, dans ce cas, le meilleur matériau d'électrode de lithium, qui est la phase lithium-nickel-manganèse O4, qui a un potentiel de 5 volts, eh bien, on pourrait, dans ce cas, obtenir, je dirais, des capacités ou des densités d'énergie de 148 Wh par kilogramme. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire ici. Alors ensuite, dans le cas, eh bien, des systèmes reposant sur des quinones, on peut également aller dans des milieux basiques. Et dans les milieux basiques, une fois de plus, pour ajuster la solubilité, il va falloir changer la chimie. Et dans ce cas, on va prendre ce que j'appellerais des systèmes, des polyanthraquinones sulfurés, pour obtenir abaisser le potentiel. Vous voyez qu'en ce cas, le potentiel maintenant est à moins 0,5 volts, parce que n'oubliez pas que lorsque vous allez à un milieu basique, bien, le potentiel de réduction de l'hydrogène baisse, donc il faut faire baisser les potentiels des électrons négatifs, et on pièce ce système que l'on peut, dans ce cas, bien, marier une fois de plus avec l'électrode de nickel. Là aussi, et ça c'est vraiment relativement important, vous savez tous que les batteries nickel-métal-hydrure sont utilisées parce que c'est les batteries les plus puissantes. Eh bien, lorsqu'on va mettre une électrode de quinone, on va encore avoir des puissances supérieures. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas,
tout le transfert d'échange et la cinétique est beaucoup plus rapide. Vous avez ici tout simplement les densités de courant pour deux électrodes négatives, qui est l'électrode métal-hydrure et l'électrode quinone. Tout ça, eh bien, tout simplement, ça vous donne des systèmes qui peuvent avoir des puissances, je veux dire, relativement importantes. Et vous pouvez voir ici qu'on peut obtenir, toujours pareil, des densités d'énergie relativement importantes avec ce genre de système. D'où, pour une autre application de ces systèmes, eh bien, vont être, dans le cas des batteries polymères R, où dans ce cas, on va pouvoir utiliser une électrode négative de quinone pour coupler avec une électrode d'air. Et dans ce cas, vous avez le polyvinyle anthraquinone qu'on va coupler tout simplement avec une électrode AR. Vous voyez ici une pile bouton AR qui est basée sur la négative et avec, une fois de plus dans ce cas, carbone MnO2, mais le carbone MnO2 et MnO2 est utilisé comme catalyseur. Et vous voyez ici les régimes relativement importants qui indiquent la vitesse de cyclage et la puissance de ces systèmes. Alors là aussi, attention, c'est à l'échelle, je dirais, des milliwatts et ainsi de suite. Mais c'est pour vous démontrer, une fois de plus, la puissance. Parce que j'avais oublié de vous dire que dans ce cas, eh bien, pour faire tout simplement cette polyanthraquinone, on va déposer par électrodépôt et on va avoir finalement des couches de 50 à 80 nanomètres. D'où, faites attention, on est loin du pratique, mais c'est pour montrer finalement les aspects cinétiques qui sont relativement avantageux de ces systèmes. D'où, pour conclure ces systèmes à base d'électrodes négatives au quinone, eh bien, je vais tout simplement conclure par ce transparent, dans lequel, dans un premier temps, je vous mets tout simplement le potentiel en fonction du pH ou le diagramme de Pourbet pour les différentes quinones que j'utilisais, et vous pouvez voir qu'on a des quinones qui peuvent directement fonctionner d'un milieu purement acide à un milieu purement basique, et tout ça, eh bien, grâce à la chimie, où on peut finalement modifier les différents cycles benzéniques et ainsi de suite. D'où tout cela nous donne finalement les résultats de tous les systèmes que je vous ai montrés. Et vous apercevez qu'avec ces systèmes à base de quinone, eh bien, on peut presque rivaliser avec les technologies nickel-métal-hydrure. Okay. Alors bien sûr, dans ce cas, on ne peut pas le faire au niveau volumétrique, ce qui est, je dirais, un handicap des molécules organiques en raison de leur densité, parce que vous comparez une densité de 2 grammes par centimètre cube comparée à 5 grammes ou 8 grammes dans le cas des nickel-métal-hydrure. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage de ce système. Bon, de plus, il n'y a pas d'effet mémoire comme on a dans le cas des batteries nickel-cadmium. À température, on a une meilleure performance et moins d'autodécharge, comme indiqué auparavant. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces fameux systèmes à queue, autres que basés sur le manganèse. Donc maintenant, je voudrais terminer sur la technologie Zenker. Et cette technologie, pourquoi je veux terminer là-dessus? Parce que d'abord, c'est une technologie aqueuse, mais surtout, c'est une technologie qui présente des aspects intéressants et des développements récents relativement intéressants. Alors tout d'abord, elle tombe parfaitement dans le contexte du développement durable, puisque si vous prenez les matériaux que vous avez à l'intérieur de cet accumulateur, eh bien, le zinc, on en a déjà parlé, mais l'eau également, mais l'oxygène, il est également bon marché, abondant et non toxique. D'où par conséquent, c'est des systèmes qui peuvent vous donner des avantages considérables, qu'on va essayer de voir maintenant. Alors finalement, c'est quoi cet accumulateur Zenker? Eh bien, vous allez retrouver ici les réactions électrochimiques redox qu'on a déjà vues, c'est-à-dire à l'électronégative, dans laquelle vous avez dans ce cas l'oxydation du zinc, zinc 4 ZNO, et dans ce cas la positive ou la réduction de l'oxygène, pour vous donner un potentiel de 1,59. Si on regarde ce système, eh bien, la densité d'énergie théorique est élevée, et ce qui est très important de regarder, c'est que dans ce cas, eh bien, on a des systèmes qui couplent une batterie pile à combustible, puisque l'électrode AR est une électrode finalement infinie. Okay. D'où, ça a des avantages relativement énormes. Ça peut vous donner des valeurs de 900 Wh par kilo, côté zinc, 400 Wh possible en version primaire. On a une sécurité maximale, c'est un système à queue, il n'y a pas de composés inflammables. L'impact environnemental, eh bien, il n'y a pas de matériaux toxiques. Le coût, attendu, parce qu'il n'a pas été prouvé,
est aux alentours de 60 € par kWh. Donc voilà de tels systèmes. Et la technologie, bien sûr, elle a été développée fortement en primaire. D'où on va voir maintenant comment cette technologie et quelles ont été les évolutions et comment on va se trouver dans des piles rechargeables. Alors pour vous rappeler la pile Zenker, rappelez-vous quand j'ai introduit ou quand je vous ai décrit la pile Leclanché, je vous avais dit qu'on avait déjà vu la possibilité de faire une pile Zenker en mélangeant du carbone et du platine. Mais la première pile Zenker, c'est la pile Louis Mèche, que j'ai mentionné ici, qui était une personne, qui est un chercheur français, qui était passionné par la téléphonie et la télégraphie. Et il a construit sa pile, vous voyez une pile Zenker, dans laquelle vous voyez dans ce cas l'amalgame, si je peux dire, ou le mélange mercure-zinc, plongeant dans un liquide, avec ici, dans la phase supérieure de ce base, eh bien, un mélange de carbone et de platine. Ensuite, eh bien, cette pile a été développée de façon importante durant la Seconde Guerre mondiale de 1914-1918. Et pourquoi? Eh bien, ça a été l'œuvre de la pile Ferri, ou du chercheur Charles Ferri, sur lequel, en 4 ans, on lui a demandé directement de trouver autre chose qu'une pile zinc MnO2, parce qu'à l'époque, durant la guerre, eh bien, on importait le MnO2 de l'Allemagne. D'où il fallait trouver une autre solution. Et ce que je trouve relativement spectaculaire, c'est qu'en 4 ans, des chercheurs n'ont pas fait de publication, mais ont sorti un produit. Et ce produit, eh bien, finalement, il est sorti. Il a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Donc voilà directement ce qu'a été l'évolution. Ensuite, il y a eu des évolutions au niveau des piles, je dirais, des applications autres que la télégraphie. Et dans ce cas, c'est l'œuvre de ces deux chercheurs qui ont été les premiers à développer des applications pour, je dirais, des usages différents de la télégraphie. Et aujourd'hui, ces piles Zenker primaires, eh bien, elles sont fortement utilisées pour tout ce qui est appareil auditif. Vous avez ici des piles, pour la télémétrie cardiaque et autres. Alors la question qu'on peut se poser finalement, c'est comment la rendre rechargeable et quelle est la problématique? J'ai essayé ici, sur un transparent qui m'a été gracieusement prêté par EDF, de vous montrer comment cela fonctionne et quelle est la problématique. Vous avez les deux électrodes, et tout d'abord, vous avez l'électrode de zinc. Alors là, je pense qu'on a déjà assez parlé. Vous avez d'avoir des problèmes de dendrite, comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, il va y avoir le problème de l'électrolyte, ou, dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites directement la recharge sur une électrode à air, eh bien, vous allez avoir tout simplement une dégradation de cette électrode à air. Ensuite, eh bien, il va y avoir le problème de cet électrolyte, où vous pouvez avoir du carbonate avec le CO2 de l'air, vous allez faire directement du carbonate au potassium, et ça va entraîner des fuites à l'intérieur de l'électrolyte. Raison pour laquelle, si vous regardez votre membrane, lorsque vous faites cette pile Zenker rechargeable, vous voyez une membrane alors que vous avez des fuites, et tout cela, ça ne provient pas du fait que vous avez bouché les canaux avec du carbonate, mais ça provient tout simplement que vous avez des composés carbonés qui se forment et qui vont directement changer l'aspect hydrophobe de la membrane. C'est-à-dire on va créer des conductions, des canaux hydrophiles, et ces canaux hydrophiles vont être les autoroutes pour finalement l'électrolyte. Et c'est la raison pour laquelle on a ces fameuses fuites d'électrolyte. D'où, voilà si vous voulez, la difficulté qu'il y a sur cette technologie Zenker primaire. Alors la question, c'est comment le résoudre et pourquoi le résoudre. Pourquoi le résoudre et pourquoi cet engouement vers ce qu'on a connu ces dernières années, le Zenker, mais surtout le lithium-air. Bien, tout pour la bonne et simple raison que si on regarde finalement les densités d'énergie, vous apercevez que, voilà directement le Zenker, milieu aqueux, vous avez 1000, dans ce cas, 86 watts, comme indiqué ici, par kilogramme. Et si vous comparez avec la technologie à ion-lithium que vous utilisez aujourd'hui, c'est tout simplement 387. D'où, sur le papier, c'est très, très, très attrayant. Malheureusement, eh bien, il y a de nombreux verrous technologiques à résoudre. Et ces verrous technologiques ne datent pas d'aujourd'hui. Les chercheurs les ont identifiés il y a bien longtemps et ont essayé tout simplement de les contrecarrer. Alors vous allez voir comment qu'est-ce qui s'est fait et comment ça peut se contrecarrer. Eh bien, un des développements qui est intéressant vers la rechargeabilité, tout simplement, si la chimie est trop compliquée,
pourquoi pas faire une recharge mécanique. Et ça, eh bien, vous avez l'accumulateur zinc-air, ici, dans lequel, finalement, vous avez l'anode, qui est de la poudre zinc qui va être dans l'électrolyte KOH, et le tout est tout simplement mis dans une enveloppe, dans un sachet. Et on peut appeler qu'on a une cassette d'anode. Et ce qui a été développé, eh bien, tout simplement, il y a des véhicules qui ont fonctionné comme ça, dans lesquels, tout simplement, vous arrêtez à poste à l'essence, vous n'allez pas prendre l'essence, mais on allait directement vous recharger les cassettes de zinc. D'où ça, si vous voulez, bon, ce que vous faites à la Formule 1, plutôt que de changer les pneus, vous pouvez directement changer des cassettes de zinc. Ça a été fait. Il y avait des résultats relativement intéressants, mais ça n'a jamais été, d'ailleurs, vulgarisé, et ainsi de suite. Mais remarquez bien qu'il y a de cela 5 ou 6 ans, dans le cas de lithium-ion, il y a eu une compagnie Better Place qui, tout simplement, veut lui faire la recharge en changeant systématiquement les accumulateurs. Peu importe, ces accumulateurs sont développés, et le premier signe de rechargeabilité provient d'un groupe slovène, en 1996, où, dans ce cas, ils ont construit une ligne d'assemblage de haute production de ces accumulateurs rechargeables, et je crois que la ligne a été construite pas en Europe, mais à Singapour. Donc voilà directement ces avancées. Alors ensuite, eh bien, il y a ce problème d'électrode zinc-air, mais il y a le problème de l'oxygène. Et cet électrode d'oxygène, qui a été, ou qui est toujours, le cauchemar dans les piles à combustible, et que certains chercheurs ont essayé directement de remédier. Et lorsque vous parlez d'électrodes d'oxygène, eh bien, ce sont directement les électrodes d'évolution, les OIR et réduction d'oxygène. Eh bien, on va maintenant trouver, dans ce domaine, la même démarche qu'on a trouvée dans le domaine des piles à combustible, c'est-à-dire des recherches sur les catalyseurs. Et dans ce cas, eh bien, des chercheurs ont essayé de développer des catalyseurs qu'ils appellent bifonctionnels, dans lesquels ils peuvent tout simplement faciliter les réactions d'OIR ou les réactions d'OR. Et vous avez ici un exemple dans lequel vous avez tout simplement des tissus de carbone sur lesquels on peut avoir, dans ce cas, de CO4N qui va jouer le rôle de favoriser les OIR et des NOC pour les OR. Et grâce à cela, eh bien, on peut directement faire fonctionner de façon plus correcte cet électrode d'oxygène, et on s'aperçoit ici un système dans lequel maintenant, eh bien, vous avez la cyclabilité autour de cet électrode d'oxygène. Mais attention, et c'est ce qui blesse, c'est qu'on a toujours une polarisation de 0,7 volts. Et polarisation de 0,7 volts vous dit directement que l'efficacité énergétique va être faible. D'où, question, c'est comment on peut remédier à cela et comment l'améliorer. Pour faire cela, eh bien, il y a eu d'autres technologies, et dans ce cas, je dirais, c'est presque la même idée qui est reprise, où ils ont construit un accumulateur, si je peux dénommer plastique, où ils reprennent le même concept d'électrode positive avec un biocatalyseur qu'on mentionnait ici. Dans ce cas, ils utilisent un séparateur polymère et une électrode de zinc comme la fois avant, et ils vont obtenir les courbes électrochimiques avec le potentiel, la densité au courant, et avec ici, je dirais, les caractéristiques des piles à combustible qu'on détermine le peak power, où dans ce cas, ils sont quand même à 40 mW par centimètre carré, ce qui est négligeable par rapport à ce qu'on peut obtenir dans notre système. Mais notez également que dans ce cas, avec des courants qui ne sont pas relativement élevés, il y a toujours des polarisations de 500 mV et qui pénalisent fortement, là, je dirais, ces accumulateurs. D'où là, finalement, on peut avoir des valeurs de l'efficacité de ces systèmes, et c'est ce genre d'électrode qui semble le plus correct. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est fait au niveau des biocatalyseurs. Alors, une autre idée qui a été poursuivie par la suite, c'est-à-dire qu'en ce cas, j'ai un problème d'OIR et d'OR. Est-ce que je dois mettre mes deux fonctions dans la même électrode ou séparées? Et c'est ce que d'autres chercheurs ont fait plus récemment, où, dans ce cas, ils ont utilisé des catalyseurs différents. Dans ce cas, ils utilisent toujours pareil d'oxyde de cobalt, mais pour les réactions d'OIR, ils vont utiliser des hydroxyles lamellaires. En mélangeant ces deux dans la même électrode, mais une idée leur est venue directement de séparer et de faire directement deux électrodes. Ou dans ce cas, ils vont tout simplement utiliser une électrode pour la charge et une électrode pour la décharge. Et grâce à cela, eh bien, ils ont augmenté, du moins légèrement, ou j'ai trouvé le concept intéressant,
où ils ont pu, dans ce cas, augmenter tout simplement l'efficacité de ces systèmes. Alors pourquoi j'ai choisi ce transparent ici? Pour montrer directement où on va introduire une troisième électrode. Vous allez voir en quoi la troisième électrode va être importante par la suite. D'où la question, c'est finalement, tout ça c'est bien beau, mais la problématique du zinc R demeure encore. C'est-à-dire l'électrode d'oxygène, l'électrode de zinc. D'où, pour terminer ce cours, quelle solution? Une solution, eh bien, c'est une solution qui a été, je dirais, proposée par EDF, notamment par Philippe et Steven, qui est relativement intéressante. Vous avez ici le système classique, et vous allez voir comment les problèmes ont été résolus un par un. Tout d'abord, l'électrode de zinc massive. Si vous vous rappelez quelque chose, je vous ai mentionné une électrode de zinc qui est une électrode 3D monolithe. Effectivement, si on peut utiliser une électrode de zinc 3D monolithe, eh bien, dans ce cas, on va pouvoir avoir une très grande utilisation de votre électrode de zinc allant jusqu'à des profondeurs de 40 à 50%. Ensuite, il y a ce problème de cette électrode d'oxygène. L'électrode d'oxygène, je vais mentionner, qui va se dégrader si je veux la recharger. Et bien dans ce cas, ils vont utiliser une biélectrode positive. Biélectrode positive, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que je vais directement utiliser cette électrode d'oxygène en réduction seulement. Mais je ne vais pas directement la recharger, je vais utiliser une électrode différente que celle que j'ai fait ici. Et dans ce cas, eh bien, je réduis. Et ensuite, tout simplement, je vais tout simplement oxyder grâce à cet électrode. Et dans ce cas, eh bien, je vais garder mon intégrité de mon électrode positive. Ensuite, un autre problème que j'ai mentionné, le CO2. C'est-à-dire le fait que le CO2 eh bien, crée la carbonisation des membranes, et ainsi de suite. Et dans ce cas, l'utilisation d'un polymère, comme indiqué ici. D'où, finalement, la charge et la décharge va se faire avec un système de contrôle où on va directement changer d'électrode au fur et à mesure qu'on va charger ou décharger. Et dans ce cas, eh bien, je maintiens tout simplement mon électrode positive. Ensuite, ça c'est des développements récents qui ont été faits, où on peut également donner notre fonction à cette troisième électrode. Et dans ce cas, on peut ajouter des matériaux actifs qui vont également contribuer à la capacité et également contribuer à la puissance. Et c'est ce qui se fait également. Et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir directement obtenir, ou ces chercheurs ont obtenir des systèmes qui fonctionnaient, dans lesquels les solutions, c'est l'électrode de zinc 3D de haute capacité, une biélectrode positive qui va me préserver mon électrode d'oxygène, et l'utilisation d'une membrane polymérique qui va me permettre tout simplement d'isoler le CO2 de l'atmosphère, d'aller directement contraindre les réactions et les fuites au niveau de cet accumulateur. Les résultats électrochimiques sont indiqués ici. Alors cette courbe elle est un peu étrange, mais pour des raisons qui ne sont pas les miennes, mais des chercheurs, eh bien, dans ce cas, vous avez la charge qui est d'abord en premier et la décharge en second. Mais ce qui est important ici, c'est de voir maintenant qu'on est en train de parler de valeurs sérieuses. On parle d'ampères, on parle des ampères-heure. Et ici, la polarisation a été réduite. D'où, c'est ces travaux finalement qui ont conduit à développer d'une création d'une compagnie, qui est Zynium, pour développer ces batteries zinc R. Ces batteries zinc R, voilà un peu l'évolution, voilà les différentes générations, voilà les valeurs qui sont affichées. Densité de calculer d'énergie de 120 Wh par kilogramme, grand nombre de cycles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir directement des profondeurs de décharge relativement importantes. Alors, les avantages, eh bien, je crois que les batteries zinc R peuvent être peu coûteuses, facilement recyclables, résistantes à la surcharge, surdécharge en température. Mais bien sûr, il y a les avantages, mais il y a également les inconvénients. Les inconvénients, eh bien, ils ont encore une puissance limitée par l'électrode à air. Et peut-être que cela sera résolu par cette troisième électrode. L'efficacité énergétique est encore faible. Rappelez-vous, j'ai mis 350 millivolts. Lithium-ion, pour vous donner une idée, c'est du 10 à 15 millivolts. Et les systèmes ouverts à l'air, eh bien, il y a des issues aux alentours pour l'eau, le CO2, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur les systèmes 5 heures. Donc il ne me reste plus qu'un transparent pour conclure tous ces deux cours, finalement, sur ces technologies rechargeables aqueuses, dans lesquelles eh bien, on a eu beaucoup
ces 20 dernières années de recherche sur des systèmes non aqueux, dans lesquels on a vu du sodium-ion, enfin tout est arrivé, même du redox flow, on a vu non aqueux avec la technologie de MIT dont on a mentionné. Eh bien, durant ces 10 dernières années, je dirais, on est en train de voir des recherches en parallèle avec tous les mêmes systèmes, mais, je dirais, en technologie aqueuse. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, c'est qu'il y a eu des progrès scientifiques conséquents, mais la difficulté, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun des systèmes qui, directement, peuvent, je dirais, rentrer en compétition avec le lithium-ion au niveau performance-coût. Car, rappelez-vous, la valeur est de 100 € de kilowattheure. Ces systèmes, mon opinion peut-être personnelle, ils auront très peu d'impact sur la mobilité électrique, et par contre, peut être mis à part de certains problèmes de watt par kilo ou watt par litre associés à certaines technologies. Par contre, je dirais le marché pour ces systèmes est définitivement au niveau des applications, c'est-à-dire les applications grille et réseau, dans lequel, dans ce cas, la densité d'énergie, puisque le volume est gigantesque, mais n'est pas un paramètre important. L'abondance des matériaux, par contre, est clé. Et bien sûr, ce qui est important dans un système aqueux, je crois que l'orateur par la suite va en parler, c'est toujours pareil, faire en sorte que ces perspectives attractives de coût puissent se réaliser. Et je pense que le nerf de la guerre, dans tous ces systèmes de recherche à bas-cleux, il y a une chimie ou une électrochimie qui est magnifique, mais le nerf de la guerre va être le coût final du kilowattheure stocké. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.